Dans ce webcast, on va voir les objectifs du premier laboratoire. Donc, on va voir ce qu'on veut réaliser pour le bénéfice de nos utilisateurs finaux. Ici, on a Karl qui va utiliser un navigateur pour utiliser notre livrable. Et puis, on va voir que vous allez travailler en binôme. Donc, on va avoir la collaboration entre un développeur et un product owner qui va plus s'occuper de la description du produit et de la présence en ligne. Et on va voir un petit peu quels outils ces deux personnes vont utiliser, comment est-ce qu'elles vont devoir collaborer et intégrer leur travail pour pouvoir offrir une expérience aux utilisateurs finaux. Donc on va développer un système, un service que j'ai appelé ici GitHub Explorer. Dans ce premier laboratoire, on ne va pas implémenter de fonctionnalités. Ça viendra plus tard. Mais l'idée, c'est d'avoir un service en ligne qui permette aux utilisateurs de donner une organisation, un projet ou un utilisateur dans GitHub, d'appuyer sur un bouton et d'avoir des statistiques. Par exemple, qui sont les plus importants contributeurs sur un projet, quels sont les projets d'une organisation qui ont le plus d'activités, ce genre de choses. Pour vous montrer, pour vous donner un sens de ce qu'on veut réaliser dans le laboratoire, on va procéder par analogie et on va regarder un service existant qui s'appelle Twilio, qui est un service de communication intégrée. Donc on peut utiliser Twilio qui est disponible sur le cloud pour écrire des applications de communication, donc qui utilise de la voix, des messages texte, et puis on a aussi des mécanismes d'authentification. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez utiliser si vous faites une application qui a besoin de ces fonctionnalités. Aujourd'hui on ne va pas du tout utiliser Twilio, mais c'est plus regarder l'expérience d'une personne qui arrive sur le site de Twilio, qui est à la recherche d'un service de ce type. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a tapé l'URL dans le navigateur et puis on arrive sur ce site qui décrit les fonctionnalités du service. Donc ça, c'est vraiment du marketing. On a envie de décrire de manière attractive ce que fait le service, quelle est la valeur qu'il offre aux utilisateurs et qu'est-ce qu'on doit faire pour commencer à l'utiliser. On voit que tout de suite il y a un bouton ici qui dit ah ben, vous avez envie d'essayer ce service, c'est gratuit et il suffit de cliquer ici pour commencer à utiliser le service. Derrière, ben, on va avoir accès à de la documentation, on va avoir accès à des blogs, on va avoir accès à des informations sur la société, voir s'il y a des jobs qui sont verts, ce genre de choses. Donc ça c'est, vous avez l'habitude de voir ce type de service. En français on parle de site vitrine, on parle de CMS, on parle de site dynamique. Un terme qu'on utilise assez souvent en anglais, c'est le terme de landing page. Bon, une landing page, souvent, c'est quelque chose qui est très bref. Donc ça, c'est peut-être plus tout à fait une landing page. Mais disons, il y a cette fonction de... C'est le point d'entrée de l'utilisateur. Et puis, c'est là où il va lire des choses, voir des vidéos, voir des images, voir des diagrammes. Et à un moment donné, il va dire, ah ben maintenant, j'ai envie de commencer à utiliser l'application ou le service. Et puis, ce qu'on voit, c'est qu'il va cliquer sur des liens de cette interface et on arrive, là, on bascule sur un autre volet du service. Là, on va basculer vraiment sur une application web interactive. Peut-être elle a été implémentée en PHP, peut-être en JavaScript, peut-être en Java, peut-être en Python, on ne sait pas. Mais ici, on va vraiment arriver sur une partie qui va parler à un back-end applicatif. Alors, ce qui est important pour l'expérience utilisateur, c'est qu'on ait une transition qui soit assez
assez naturel, et puis qu'on ne change pas complètement de look and feel. Très souvent, si vous allez sur des services populaires, vous n'allez même pas vous rendre compte que vous passez d'une partie site web dynamique, site de présentation de contenu, à une application. Donc on va utiliser les mêmes templates, les mêmes codes couleurs, les mêmes polices de caractères, mais derrière les décors, on va probablement parler à des backends qui sont différents. Donc, si je reviens sur mon scénario, ça c'est ce qu'on veut offrir à Karl. On veut lui offrir une expérience unifiée quand il interagit avec le service qu'on va déployer, qu'on appelle ici GitHub Explorer. Et donc, dans le labo, on va avoir deux rôles différents. On va avoir Alice qui va s'occuper de la landing page, et puis on va avoir Bob qui lui va s'occuper de l'application web. Donc si on résume les objectifs, car lui il a envie d'avoir cette expérience fluide entre la landing page et l'application. Il ne veut pas forcément se rendre compte qu'il y a deux éléments différents. On va avoir Bob qui, lui, c'est vraiment un développeur, donc lui, il va utiliser des outils pour écrire du code, et puis ce code, il va bien devoir le déployer quelque part sur un serveur pour qu'il soit exécuté. Donc ça, c'est une des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va utiliser comme infrastructure pour publier notre application web? Évidemment, Bob va travailler avec son laptop au départ, il va écrire du code, il va le tester, mais pour que Karl puisse accéder à l'application web, il va bien falloir qu'on publie ça quelque part. Et puis, si on regarde ce que Alice veut faire, elle, finalement, elle va se concentrer sur la présentation de l'application. Son rôle, c'est de donner envie à Karl d'utiliser GitHub Explorer. Donc, elle va devoir mettre en avant les fonctionnalités, elle va peut-être intégrer des captures d'écran dans la landing page, elle va avoir du contenu qui est assez bref à lire. Ça, c'est vraiment son rôle, et évidemment, c'est le fruit d'une collaboration entre les membres de l'équipe, puisque elle va décrire les fonctionnalités qui vont être implémentées par Bob, et ce n'est pas quelque chose qui est strictement séquentiel. Ce n'est pas Alice qui va forcément définir toutes les fonctionnalités qui sont après développées par Bob. De temps en temps, c'est Bob qui va implémenter des fonctionnalités qui seront par après décrites par Alice. Donc elle aussi, elle va vouloir utiliser des outils pour créer ce contenu, et puis elle va devoir le publier quelque part. Mais donc, ce qui est important, c'est de comprendre que les services ou les endroits où on va déployer l'application web et l'endroit où on va déployer la landing page peuvent être différents, mais en principe sont assez souvent différents. Donc, au début du laboratoire, Bob va se poser la question, je dois écrire une application web, qu'est-ce que je vais utiliser comme techno et où est-ce que je vais exécuter mon code? Alice, elle va se dire, voilà, je veux écrire du contenu, il faut que je le déploie quelque part, mais où est-ce que je vais faire ça? Et pour qu'on ait ici cette expérience fluide et sans à-coups, Karl il va commencer à accéder à une URL, et puis il veut avoir un look and feel qui est cohérent. Donc une des choses que Alice et Bob vont devoir définir, c'est quel est ce template, quelle est cette charte graphique, quels sont ces templates HTML qui vont être utilisés aussi bien du côté application que du côté landing page. Ce qu'ils vont aussi devoir faire, c'est définir les points de transition. Donc, dans la démonstration avec Twilio, c'était au moment où je cliquais sur le bouton login qu'on basculait
sur la web app. Et puis dans la web app, on a aussi des liens qui vont nous faire rebasculer du côté landing page. Ça, c'est des choses qui doivent être spécifiées et qui doivent être comprises aussi bien par Bob que par Alice. Pour faire le laboratoire, on va vous donner des contraintes pour vous aider à démarrer. Et on a donc choisi les outils que Bob et Alice vont utiliser. Alors, en termes de code, on va écrire du code Node.js. On va vraiment pas implémenter beaucoup de fonctionnalités. Le but, c'est d'avoir un squelette de programme Node.js qu'on va déployer et qui va fournir du contenu. Et puis, ce qui est plus intéressant et peut-être nouveau pour beaucoup d'entre vous, c'est l'endroit où on va le déployer. Donc, on va déployer ça sur un serveur. On ne va pas déployer ça sur un serveur à l'école. On va déployer ça dans le cloud. Il y a beaucoup d'environnements de cloud différents. Amazon est un des fournisseurs de cloud les plus connus. Il y a un autre fournisseur qui est un peu moins connu, qui s'appelle Heroku, qui a un peu une autre approche. On va en parler plus en détail plus tard. Mais c'est celui qu'on va utiliser ici. Et un objectif du laboratoire, c'est de montrer que c'est facile d'écrire du code et puis d'automatiquement pousser les mises à jour vers cet environnement de cloud. Donc ça, c'est le serveur, c'est l'environnement dans lequel on va pouvoir déployer nos applications. Donc vous allez travailler en binôme. Il va falloir que un des membres du binôme s'attaque à cette partie ici, fasse le tutoriel et regarde comment est-ce que je fais pour utiliser Heroku. Vous allez voir que c'est assez facile d'avoir le squelette et d'avoir cette opération. Du côté de Alice, là, on va utiliser deux outils qui sont déjà intégrés. Le premier, c'est GitHub Pages. Donc, c'est un service qui est offert par GitHub pour publier des sites vitrines. Alors, on peut simplement avoir n'importe quel contenu statique, des pages HTML, des CSS, des images. Elles vont être publiées aux utilisateurs si on respecte certaines directives, certaines contraintes. Si on a des sites qui sont un peu plus riches, si on pense à des blogs par exemple, là ça vaut la peine d'utiliser des outils comme Jekyll, qui sont des générateurs de sites statiques. Donc au lieu d'avoir un CMS avec une base de données et du code PHP par exemple qui fait un rendu des pages, ici on est plutôt dans une démarche où on va avoir un fichier par page du site. Ça va être par exemple des fichiers Markdown. Et puis chaque fois qu'on fait une modification, on lance une moulinette qui va parser tous ces fichiers, qui va générer le code HTML statique. Et puis c'est cette nouvelle version qu'on va déployer chez notre hébergeur. Donc, les deux outils sont préintégrés, c'est-à-dire que GitHub a une installation de Jekyll. Et si vous poussez du contenu qui respecte certaines contraintes, au moment où elles arrivent sur le repos GitHub, elles vont être traitées par leur Jekyll. Alors, regardez rapidement à quoi ça ressemble. Vous avez beaucoup de sites qui utilisent cette infrastructure. Là, je suis par exemple sur le site du projet open source Spring Boot, où on voit qu'on a un site de documentation avec la description du projet, des liens vers la documentation, des exemples. En fait, ce projet-là, il est hébergé sur GitHub. J'ai la branche master ici avec le code du projet, mais j'ai aussi cette branche qui s'appelle GH
Pages pour GitHub Pages, cette page ici, elle contient le contenu du code du site vitrine. Donc vous voyez ici, vous avez des fichiers de configuration YAML, Ruby. Ça, c'est des choses qui sont utilisées par Jekyll. Si je regarde le contenu de index.html, j'ai ce fichier Markdown. Et puis si vous regardez ici les fonctionnalités, ben, vous allez voir que ça correspond à ce contenu ici. Donc ça, c'est ce qu'on va faire dans le laboratoire. Et puis, si je reviens sur mon diagramme, la dernière chose que Bob et Alice vont devoir décider, c'est qu'est-ce qu'ils utilisent comme élément commun pour avoir cette expérience fluide et sans à-coups. Et ça veut dire choisir et utiliser un template web existant. À moins que vous ayez envie de faire votre propre template, mais la plupart d'entre vous sont probablement plus à l'aise avec l'écriture de code qu'avec le design de page web. Donc, n'hésitez pas à utiliser des designs gratuits. Je vous ai mis ici la référence d'un site qui met à disposition toute une série de templates. Donc, je vous encourage à l'utiliser. Vous pouvez les utiliser gratuitement pour autant que vous gardiez les licences en bas de page. Et puis, ces templates sont intéressants parce que si vous voulez après passer sur une utilisation commerciale, vous avez une version commerciale des mêmes templates qui est disponible. Donc ça vous donne la possibilité après de passer vers un autre mode de licence. Donc avec ça, on a terminé pour l'aperçu. Mais donc le but, c'est que vous sépariez, vous divisiez le travail entre ces deux personnes. Quelqu'un s'occupe de la prise en main de GitHub Pages et Jekyll et s'occupe de faire le squelette du site vitrine. L'autre personne fait le tutoriel ROQ et s'occupe de déployer le squelette de l'application. Vous utilisez le même template et puis après, dans cette première étape, pas besoin de se poser des questions sur la fonctionnalité. On ne va pas encore utiliser l'API de GitHub, on ne va pas encore afficher de statistiques. Le but, c'est d'avoir la structure de navigation et cet environnement web qui est déployé dans le cloud et à disposition de Carl. Donc à la fin du labo, vous devez pouvoir nous donner une URL, on doit pouvoir cliquer dessus et puis commencer à interagir avec ces deux éléments. Tout ça, aussi bien l'utilisation de Heroku que de GitHub Pages est gratuite. Il y a quelques contraintes sur Heroku, mais c'est plus ou moins en termes de performance, donc ce n'est pas quelque chose qui est pénalisant.